16 décembre 1944, dans les brumes épaisses des forêts ardennaises, à quelques kilomètres de la ligne de front belge. Le vent froid siffle à travers les pins sombres, portant avec lui l'odeur âcre de la terre humide et de la poudre lointaine. Vous entendez d'abord le ronronnement sourd des moteurs diesel comme un essaim d'abeilles géantes tapies dans l'ombre. Puis, un ordre sec, murmuré dans l'obscurité « Halte, position tenue ». Le sergent-major Hans Keller, un vétéran de la Wehrmacht aux yeux creusés par des mois de combats incessants, ajuste son casque M43, son fusil Mauser 98K serré contre sa poitrine. À ses côtés, la 5e Panzerdivision SS Viking attend, ses chars Tiger II camouflés sous des filets de branches, leurs canons de 90 mm pointés vers l'inconnu. La nuit est un manteau de silence oppressant, brisé seulement par le craquement occasionnel d'une brindille sous les bottes des hommes. Keller jette un regard à son radio-opérateur, un jeune recrue nommé Fritz, dont les doigts tremblants tripotent les boutons du Funkgerät 500. « Rien du QG », murmure-t-il. Fritz secoue la tête, le récepteur crachotant des parasites statiques. Au loin, des explosions étouffées résonnent, comme des coups de tonnerre réprimés. Les premiers tirs d'artillerie allemands qui percent la surprise. C'est le début de l'offensive des Ardennes, l'opération Wacht am Rhein, le dernier espoir de Hitler pour renverser le cours de la guerre. 20 000 soldats de la 6e armée Panzer SS, soutenus par des divisions blindées entières, s'apprêtent à fondre sur les lignes alliées épuisées, visant Bastogne et Anvers pour couper les Alliés en deux. Mais dans l'air froid, une tension invisible plane. Keller sent un frisson qui n'est pas seulement dû au gel mordant. Il se souvient des briefings secrets à Berlin, des cartes étalées sous la lumière jaunâtre des lampes, où le général Hasso von Manteuffel avait insisté sur la discrétion absolue. Pas un mot, pas un signal radio non codé, avait-il ordonné, son monocle reflétant la lueur des projecteurs. Les plans étaient audacieux. Une percée fulgurante à travers les collines boisées, profitant du brouillard et de la neige pour masquer l'avance. Les Panthers et les Jagdpanzer attendaient, leurs équipages retenant leur souffle, tandis que les Fallschirmjäger se préparaient à sauter derrière les lignes ennemies pour semer la confusion. Soudain, un craquement plus fort, pas une brindille, mais un moteur qui tousse dans le noir. Keller se raidit, son cœur battant comme un tambour de guerre. « Feux éteints, immobiles !» siffle-t-il à ses hommes. « Une patrouille américaine ?» Non, c'est un de leurs propres Kübelwagen, brinque-ballant sur le chemin boueux, ses phares masqués par des fentes. Le chauffeur, un lieutenant de la 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend, descend, son visage pâle éclairé par une torche électrique. « Ordre du haut commandement !» dit-il d'une voix basse, tendant un pli scellé. Keller le décachette sous la lueur vacillante. Des instructions pour une halte imprévue, un ajustement de trajectoire. Mais pourquoi? Les cartes indiquent que la route vers Saint-Vith est libre. Les éclaireurs l'ont confirmé. Dans le bunker improvisé du QG de la 5e Panzer, à 1 heure de route, le colonel Otto Skorzeny, le célèbre commando qui avait libéré Mussolini, arpente la pièce en fumée. Ces hommes de la Einheitsstosser, déguisés en géis avec des uniformes volés et des jeeps Willys, sont prêts à infiltrer les lignes alliées. Skorzeny mâchonne un cigare éteint, ses yeux scrutant la carte murale où des épingles rouges marquent l'avancée prévue. « Le secret doit tenir », grommelle-t-il à son adjoint, un capitaine aux cicatrices fraîches. « Ce secret, c'est plus qu'un plan, c'est un code. » Un message intercepté des semaines plus tôt par les services de renseignement de la Gestapo, décrypté dans les sous-sols du Reichssicherheitshauptamt à Berlin. Il révèle une faille dans les défenses américaines, une division de la 106e infanterie US mal positionnée, vulnérable à une attaque surprise. Mais pour l'exploiter, l'avance doit être parfaite, sans le moindre faux pas. Dehors, la pluie fine commence à tomber, transformant la terre en boue gluante qui colle aux chenilles des chars. Keller remonte dans son Aftrax D KFZ 251, ordonnant à ses hommes de se regrouper. « On avance à l'aube »,
sous couvert du brouillard, annonce-t-il, ignorant la boule au creux de l'estomac. Fritz, le radio capte enfin un signal, une transmission codée du Führer-Bunker, confirmant le lancement. Mais au milieu des bips, un mot étrange émerge, Eagle, un code allié qu'il n'aurait pas dû entendre. Est-ce une erreur? Ou pire, une fuite? À des kilomètres de là, dans un poste de commandement américain près de Spa, le major général Alan Jones de la 106e division d'infanterie fixe ses cartes à la lueur d'une lampe à huile. Ses boys, des recrues fraîches du Midwest, grelottent dans leur tente M1942, leur M1 Garand posé à portée de main. Le vent porte des rumeurs, les Allemands se massent, mais le Chaef à Versailles minimise les rapports d'éclaireurs. « C'est du bluff », a dit le général Eisenhower lors du dernier briefing. Pourtant, Jones sent le danger. Un de ses officiers de renseignement, le capitaine Elias Thorne, entre en trombe, un télégramme froissé en main. « Interceptez ça, débauche, monsieur, c'est du Enigma, mais on a craqué une partie. Le message parle d'une opération Aigle, un secret qui pourrait tout changer. La nuit s'épaissit, et avec elle, la promesse d'un chaos imminent. » Keller, dans son véhicule brinque-ballant, ferme les yeux un instant, priant pour que le secret reste enfoui. Mais au fond de lui, il sait que les Ardennes ne pardonneront pas les erreurs. L'aube approche, et avec elle, le destin de 20 000 âmes suspendues à un fil invisible. Si vous aimez ces récits immersifs de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer. Les premiers chars grondent enfin, leurs phares perçant le brouillard comme des yeux jaunes dans la tempête. Mais ce que Keller ignore, c'est que le vrai secret, celui qui va tout bloquer, est déjà en marche tapi dans les ombres d'un village oublié. L'aube se lève comme un voile gris sur les Ardennes, enveloppant les pins d'une brume qui avale les contours du monde. Le grondement des moteurs diesel des Panther Osef. D s'intensifie, un rugissement primal qui fait vibrer la terre boueuse sous les chenilles. Vous sentez la vibration dans vos os, comme si la forêt elle-même protestait contre l'intrusion. Le sergent-major Hans Keller, agrippé au bord de son SD KFZ 251, scrute l'horizon flou à travers les fentes de son casque. Ces hommes, une compagnie de la 5e Panzer-Division SS Viking, avancent en formation échelonnée, les fusils MP40 prêts, les yeux plissés contre le froid qui mord comme des crocs. « Avancez lentement, pas plus de 20 km/h », ordonne Keller par le tube acoustique, sa voix rauque étouffée par le vacarme. Fritz, le radio-opérateur, est penché sur son appareil, les écouteurs serrés contre ses oreilles. Les transmissions codées crépitent, des ordres du Kampfgruppe Piper, confirmant la percée vers le secteur de Losheim. 20 000 soldats, des vétérans endurcis de la première SS Panzer-Division Leibstandart, des recrues nerveuses de la 12e SS Hitlerjugend, convergent comme une marée noire, soutenus par une centaine de chars et d'assaut guns. L'objectif, traverser la Meuse en 3 jours, isoler les Anglais au nord et les Américains au sud, ouvrir la route vers Anvers. Mais Keller sent une lourdeur dans l'air, plus épaisse que le brouillard. Ce mot « Eagle », entendu la nuit dernière. Une coïncidence? Il chasse la pensée, se concentrant sur la route étroite qui serpente entre les collines. À 1 heure de là, dans le village endormi de Krinkelt, niché au creux d'une vallée boisée, le secret commence à se déployer. C'est un hameau oublié, à peine une douzaine de fermes en pierre grise, leurs toits chargés de neige fraîche. Le lieutenant américain Elias Thorne, de la 2e division blindée US, patrouille les abords avec sa Jeep Willys MB, flanqué de 2 M4 Sherman camouflés sous des branches. Ces boys, des GI du 99e bataillon d'infanterie, surnommés le Battle Babies pour leur jeunesse, creusent des tranchées improvisées autour d'un vieux moulin. L'odeur de café brûlé et de tabac se mêle à celle de la terre remuée. Thorne, un officier originaire du Texas aux épaules larges et au regard acéré, déplie un télégramme froissé sur le capot de sa Jeep. « C'est confirmé, capitaine », dit son sergent, un vieux renard nommé O'Malley, mâchant un brin d'herbe. Les décrypteurs d'Angleterre ont capté des bribes d'Enigma. Les Boches visent Saint-Vite, mais ils ont un atout,
une unité d'infiltration déguisée en autre. Thorn hoche la tête, son M1 carbine en bandoulière. Le secret qu'ils ont intercepté n'est pas seulement un plan, c'est une faille dans leur propre ligne. Des semaines plus tôt, à Bletchley Park, les codebreakers britanniques, aidés par les mathématiciens polonais exilés, avaient percé une couche du système Enigma des SS. Le message révélait l'opération Greif, des commandos allemands, menés par Otto Skorzeny, infiltrant les checkpoints alliés avec des uniformes volés, des insignes US cousus à la va-vite, et même des jeeps modifiés pour imiter les américaines. Leur but? Capturer les ponts intacts sur la Meuse, semer la panique en diffusant de fausses ordres. Mais ici, à Krinkelt, Thorn a une longueur d'avance. Un éclaireur, un fermier belge nommé Henri, a repéré des ombres suspectes la veille. Des silhouettes en treillis olive se glissant dans les bois, parlant un anglais approximatif teinté d'accent berlinois. « Préparez les bazookas et les 50 cales !» murmure Thorn à ses hommes, qui s'activent dans le silence tendu. Le moulin, avec son roue figé par le gel, abrite un poste d'observation. Un opérateur radio avec un SCR 300 walkie-talkie capte les fréquences alliées. Au loin, les premiers échos de l'artillerie allemande, des obus de 105 mm Nebelwerfer hurlant comme des banshees, secouent de l'horizon. Les Sherman pivotent leurs tourelles M3 de 75 litres, leurs équipages retenant leur souffle dans l'habitacle confiné, l'odeur d'huile et de sueur imprégnant l'air. Thorn sait que la 106e division, juste au nord, est étirée comme un élastique trop tendu. Des recrues inexpérimentées face à l'élite SS. Si les Allemands percent ici, ce sont 20 000 Boches qui déferleront, balayant tout sur leur passage. De retour sur la route, l'avance allemande gagne en assurance. Les chars Panther forcent le passage, leurs canons KVK PA-42 de 75 mm balayant les sous-bois pour débusquer d'éventuels tireurs embusqués. Keller, dans son half-track, sent l'excitation monter. Les éclaireurs rapportent des routes libres, les villages belges encore endormis. « Bonne chance, les gars !» lance-t-il à une patrouille de motocyclettes BMW R75 avec sidecar qui filent en avant pour sécuriser le croisement vers Rocherat. Fritz capte une transmission. Kampfgruppe en position. Objectif Krinkelt à 0800 heures. Mais soudain, le convoi ralentit. Un Kübelwagen de tête s'arrête net, son conducteur agitant les bras. Keller descend, pataugeant dans la boue, son Luger P08 à la ceinture. « Qu'est-ce qui se passe ?» grogne-t-il. Le lieutenant de la patrouille, un visage juvénile marqué par la peur, pointe du doigt un panneau routier tordu. Déviation. Pont miné. Derrière, un pont en bois sur une rivière gonflée par la pluie, gardé par... Rien, pas un seul GI en vue. Mais l'instinct de Keller hurle. « C'est trop calme », murmure-t-il, ordonnant à ses hommes de déployer les MG42. Les mitrailleuses lourdes sont installées sur trépied, leur ceinture de munitions prête à cracher 1200 coups par minute. Fritz ajuste son antenne, tentant un appel au QG. Ici, Echo 7, anomalie au pont sud. Demande confirmation. Statique. Puis, une voix, en anglais approximatif. Avancez, c'est clair. Ordre du 90e bataillon. Et Keller fronce les sourcils. Une voix alliée sur leur fréquence? Non, c'est impossible. Il fait signe à un groupe de pionniers avec leurs détecteurs de mines qui s'avancent prudemment, sondant le sol avec des baguettes. Le vent porte un murmure, des branches craquent dans les bois adjacents. Soudain, un sifflement, une grenade Mills explose à 10 mètres, projetant de la terre et des éclats. « Embuscade !» hurle Keller, plongeant derrière un arbre. Les MG42 rugissent en réponse, fauchant les fourrés. Des silhouettes émergent, pas des SS, mais des GI, hurlant des ordres en américain pur jus. Une jeep surgit d'un chemin latéral, son 50 cales, monté crachant la mort, forçant les Allemands à se replier. Au cœur du chaos, Thorn observe depuis le moulin, un sourire froid aux lèvres. Son piège a fonctionné. Le secret intercepté avait révélé non seulement l'infiltration, mais aussi une route alternative que les Allemands emprunteraient pour contourner les positions principales.
Des sentinelles déguisées en civils belges, équipés de talkies-walkies, avaient guidé les Boches droit dans la gueule du loup. Les Sherman ouvrent le feu, leurs obus perforant âpés traversant l'armure légère des half-track. Un Panther est touché, son réservoir de 700 litres de carburant s'embrasant en une boule de feu orange qui illumine le brouillard. Keller rampe dans la boue, son épaule écorchée par un éclat, ordonnant la retraite. « Reculez, regroupez sur la colline !» 20 000 soldats en marche, et déjà, ce village maudit bloque la voie. Fritz, le visage blême, capte un dernier signal. Eagle abattu, renfort en approche. Le secret se referme comme une tenaille, et tandis que les flammes dansent sur la rivière, Keller réalise que l'aube n'apporte pas la victoire, mais un mur invisible de sang et de fer. Derrière les lignes, Skorzeny, informé par un messager essoufflé, serre les poings. Leur atout est compromis, et l'avance patine dans la fange. Mais au nord, vers Saint-Vith, une autre ombre se profile. Un convoi allié qui pourrait tout changer si les SS ne réagissent pas vite. Le brouillard s'accroche aux collines comme un linceul, et le convoi allié serpente vers Saint-Vith sous un ciel plombé. Vous entendez le ronflement régulier des moteurs des GMC CCKW, ces camions de 5 tonnes qui transportent munitions et carburant pour la 7e armée blindée US, leurs phares masqués par des filets anti-aériens. Le capitaine Elias Thorne, encore imprégné de la poudre de Krinkelt, grimpe dans la cabine d'un de ces bêtes, son uniforme taché de boue ardennaise. À ses côtés, le sergent O'Malley allume une Lucky Strike, la flamme vacillante illuminant son visage buriné. « Les Boches ont mordu à l'âmeau, capitaine », dit-il d'une voix traînante, exhalant une bouffée qui se dissout dans l'humidité. « Mais, Saint-Vith, c'est la clé. Si on tient la route, leurs 20 000 ne passeront pas. » Le convoi avance à vive allure sur la N15, une artère vitale pavée de macadam craquelés, flanquée de fermes belges aux volets clos. Derrière les ridelles, des caisses de munitions 75 mm pour les Sherman sans pile, prêtes à alimenter les canons qui ont déjà ralenti l'offensive SS. Thorne déplie d'une carte sur ses genoux, marquée d'encre rouge. Les positions de la 106e division d'infanterie, étirées sur un front trop large, et au sud, les vestiges du piège de Krinkelt, qui a forcé les Allemands à dévier. Le secret intercepté à Bletchley Park, ces fragments d'énigma décryptés par Alan Turing et ses équipes, avaient révélé plus qu'une infiltration. Une faille logistique chez les SS, une dépendance à une route précise pour ravitailler leurs Panthers en carburant synthétique. Thorne sait que bloquer Saint-Vith, ce carrefour routier gardé par le colonel Thomas Riggs et sa task force de la 7e blindée, pourrait immobiliser 20 000 soldats dans la neige. À des kilomètres au sud, Hans Keller rallie ses hommes sur la colline boisée, le feu du Panther embrasé encore visible comme un phare maudit dans le brouillard. Son épaule saigne sous un bandage improvisé, l'odeur métallique du sang se mêlant à celle de la cordite. « Regroupez, pionniers en avant pour contourner », ordonne-t-il, sa voix coupant le chaos comme un sabre. Les survivants de la compagnie, une trentaine d'hommes de la 5e Panzer SS, leurs MP-40 encore chauds, forment un périmètre défensif, les MG-42 pivotant vers les bois suspects. Fritz, le radio, est agenouillé près d'un tronc, son Funkgerät 500 crachotant des ordres fragmentés du Kampfgruppe Piper. Ici, Delta 9, embuscade confirmée. Demande appui aérien Stuka, transmet-il, les doigts engourdis par le froid. Mais le ciel reste muet. Les Ju-87 sont cloués au sol par le mauvais temps, leurs sirènes de Jéricho inutiles sous les nuages bas. Keller s'agenouille près d'un prisonnier capturé dans la fusillade, un GI du 99e bataillon, un gamin du Nebraska aux yeux écarquillés, ligoté avec des câbles de téléphone. « Parle, Américain, qui vous a prévenu ?» grogne Keller en un anglais approximatif, appris dans les tranchées de Normandie. Le prisonnier crache un glavio sanglant, mais ses yeux trahissent la peur. « Vous êtes fini, Fritz. On sait pour vos déguisements. Eagle vous a eu. Eagle, ce mot encore, comme un fantôme dans les transmissions. Keller frappe du poing sur l'écorce, frustré. L'avance,
Si méticuleusement planifié par von Manteuffel lors des briefings à Bad Münstereifel, patinent déjà les 20 000 de la 6e armée Panzer SS, censés balayer les lignes en 48 heures, sont ralentis par ce village insignifiant. Les chars restants, un Jagdpanzer IV et 2 Panthers, attendent, leurs équipages rationnant l'essence J1, conscients que chaque gallon compte pour atteindre la Meuse. Plus au nord, dans les faubourgs de Saint-Vith, le colonel Riggs arpente son poste de commandement, une école réquisitionnée aux murs tapissés de cartes. L'air est chargé d'odeurs de café instantané et de tabac Virginia, les télétypeurs SCR 284 cliquetant des mises à jour du chef. Riggs, un Virginien trapu aux tempes grisonnantes, fixe une photo de sa femme sur son bureau de fortune. Ces hommes, un mélange hétéroclite de la 7e blindée et de la 106e infanterie, avec des M10 Wolverine en soutien anti-char, fortifient les approches, sacs de sable empilés autour des intersections, bazooka M1A1 pointés vers les routes d'accès. Un opérateur radio interrompt. « Monsieur, message de Thorn à Krinkelt. Les SS ont reculé, mais ils ajustent. Et ce convoi de ravitaillement arrive dans l'heure. 50 camions, essence et obus pour nos Sherman. » Riggs hoche la tête, sentant la pression monter. Le secret allié, ce Eagle, codé pour l'opération de décryptage, a permis de repositionner discrètement le convoi. Au lieu de longer la ligne de front exposée, il contourne par des chemins forestiers, guidés par des résistants belges armés de fusils Enfield volés. Mais les Allemands ne sont pas dupes. À bord d'un Fieseler Fi 156 Storch, un avion de liaison qui frôle les cimes des pins, le lieutenant de renseignement Erich von der Heyde scrute le sol à travers ses jumelles Zeiss, ses observations, des traces de chenilles Sherman sur la neige. Un indice que le ravitaillement allié se dirige vers Saint-Vith. « Rapportez à Skorzeny », ordonne-t-il au pilote, tandis que l'appareil tangue dans les rafales. Le convoi doit être intercepté. Sans ça, notre percée s'arrête net. De retour avec Keller, la colonne allemande reprend son souffle. Les pionniers, équipés de détecteurs de mines Flög et de charges Bangalore, sondent un sentier alternatif vers Rocherath. La boue aspire les bottes. Chaque pas un combat contre la terre gorgée d'eau. Soudain, un craquement, pas une branche, mais un obus d'artillerie US, un 105 mm M2A1 qui hurle depuis une batterie cachée derrière Saint-Vith. L'explosion déchire l'air, projetant des gerbes de terre sur les half-tracks. « Couverture! Feu de riposte !» bugle Keller, rampant vers un fossé. Ces hommes ripostent avec des mortiers 80 mm, mais c'est futile. Les canons américains, ajustés par des observateurs emperchés dans les clochers, arrosent la position avec une précision mortelle. Fritz hurle « Transmission entrante !» Piper ordonne contournement total. Objectif, le convoi allié sur la N15. Keller se redresse, le visage maculé de boue, réalisant l'ampleur. 20 000 soldats dépendent de cette percée, mais le secret allié, ces interceptions qui ont anticipé leur mouvement, les transforment en proie. Les SS lancent une patrouille de motocyclettes Zundap KS 750 pour intercepter le convoi, leur sidecar armé de MG-34. Au loin, les premiers tirs de mitrailleuses, 30 cales alliées crépitent, comme un avertissement. Thorn, dans son GMC, sent le véhicule freiner brutalement. Un éclaireur belge agite les bras depuis un talus. Allemands en approche. Embuscade probable à 2 kilomètres. Le piège se resserre autour de Saint-Vith. Les flammes d'un camion touché, illuminant la route comme un signal funeste. Keller, menant la charge, sait que chaque minute perdue est une vie gaspillée. Mais dans l'ombre des Ardennes, un autre secret mijote, une contre-attaque aérienne alliée qui pourrait sceller le sort de l'offensive entière si les nuages se lèvent. Les nuages s'amassent au-dessus des Ardennes comme une armada grise, retenant leur souffle tandis que le convoi allié force l'allure sur la N15. Vous sentez le cahotement des pneus sur le macadam défoncé, l'odeur âcre de diesel des GMC CCKW se mêlant à celle de la pluie imminente qui fouette les vitres. Le capitaine Elias Thorn, serré dans la cabine étroite, ajuste son casque M1 avec une main ferme.
l'autre sur la crosse de son M1 carbine. « Accélérez, sergent, les Boches sont sur nos talons !» lance-t-il à O'Malley, qui écrase sa cigarette d'un geste rageur sur le tableau de bord. Derrière eux, une file de 50 camions serpentent, chargés de bidons d'essence 80 octanes et de caisses d'obus pour les M4 Sherman, escortés par des half-track M3 et une poignée de jeeps armés de mitrailleuses Browning M1919. Ce ravitaillement est le lifeline de Saint-Vite. Sans lui, les défenses alliées s'effondreront comme un château de cartes face aux 20 000 soldats SS qui grognent dans les bois. À 2 kilomètres en aval, Hans Keller mène la charge allemande depuis son half-track SD KFZ 251, le moteur hurlant pour compenser la boue qui aspire les roues. Ces hommes, une vanguarde de la 5e Panzer SS, renforcés par des motocyclistes Zundap KS 750 au sidecar bondé de MG34, foncent comme des loups affamés. L'ordre de Piper est clair, intercepter le convoi, le réduire en cendres pour affamer les canons américains. Keller, l'épaule encore lancinante de l'embuscade de Krinkelt, scrute la route à travers le brouillard, son Mauser 98K chargé et prêt. Feu à volonté dès qu'ils apparaissent, aboie-t-il dans le tube, sa voix se perdant dans le vrombissement. Fritz, blotti contre son Funkgerät, capte des bribes. Storch signale convoi à 1 kilomètre. Bas d'avion allié, nuage trop bas. Le secret Eagle hante encore Keller. Ce code allié, intercepté par erreur, suggère que les Américains anticipent chaque mouvement, comme s'ils lisaient dans leurs pensées. Soudain, le premier camion GMC surgit du virage. Ses phares perçant l'ombre comme des lames. Une Zundap ouvre le bal, son MG34 crachant une rafale qui ricoche sur le capot blindé. « Contact! Feu !» hurle Keller, bondissant pour pointer son MP40. Les balles sifflent, fauchant un chauffeur qui braque en panique en voyant son véhicule en dérapage. Thorne, alerté par l'éclaireur belge, ordonne « Halte! Position défensive !» Les half-track M3 pivotent, leurs 50 cales montées rugissant en réponse, transformant la route en un corridor de plomb. Un sidecar allemand explose dans une gerbe de flammes, son carburant s'embrasant et illuminant les visages terrifiés des motocyclistes. O'Malley, depuis sa mitrailleuse, arrose les assaillants. « Prenez ça, Salzfritz !» Les obus de 37 mm des half-tracks alliés déchirent l'air, touchant un autre Zundap qui culbute dans le fossé, ses occupants projetés comme des poupées de chiffon. Keller plonge derrière un talus, la terre explosant autour de lui sous les tirs de 30 cales. « Pionniers, charge, flanquez-les !» Ces ingénieurs, sacs à dos bourrés de Sprengladungen, rampent dans les fourrés, posant des mines Teller anti-char sur la chaussée. Un camion allié heurte l'une d'elles. L'explosion est assourdissante, un champignon de feu et de métal qui bloque la route, forçant le convoi à s'arrêter net. Thorne saute de sa Jeep, ordonnant à ses GI du 98e bataillon de former un périmètre. « Bazooka en position, couvrez les flancs !» Les lance-roquettes M1-1 s'alignent, leurs tubes de 60 mm pointés vers les half-track allemands qui approchent. Un obus RPG-like frappe un SD KFZ 251, perçant son blindage et tuant l'équipage dans une bouffée de flammes. Fritz, protégé par un tronc, transmet frénétiquement « Ici, Echo 7, convoi engagé, demande renfort Panzerfaust ». Mais les réponses sont sporadiques. Le brouillard étouffe les ondes, isolant les SS comme des ombres errantes. Au cœur de Saint-Vite, le colonel Thomas Riggs sent le sol trembler sous les échos lointains de la bataille. Dans l'école réquisitionnée, l'air est saturé de sueur et de café froid, les cartes murales piquées d'épingles indiquant les mouvements. Thorne tient la N15, mais pas pour longtemps, rapporte un opérateur SCR 300, son walkie-talkie crachotant. Riggs, poing serré sur son bureau, active le plan de secours. Repositionner les M10 Wolverine de la 7e blindée pour couvrir les approches. Le secret Eagle, ce réseau de décryptage qui a capturé les ordres SS via Enigma, analysé à Bletchley Park par des équipes mixtes britanniques et américaines, a permis cette anticipation. Des fragments de messages décodés par la machine-bombe d'Alan Turing, révélaient la vulnérabilité logistique des Allemands. Leurs 20 000 soldats,
avec leur Tiger II assoiffé de carburant, dépendaient d'une avance fluide pour ravitailler depuis les dépôts de Mayenne. Bloquer le convoi allié inverse le rapport. Maintenant, ce sont les SS qui risquent la famine. Dehors, les clochers de Saint-Vite abritent des observateurs avec des périscopes M6, dirigeant l'artillerie, des batteries de 155 mm long-tom qui tonnent, leurs obus s'abattant sur la route comme la vengeance des cieux. Un tir précis pulvérise un half-track allemand, forçant Keller à ordonner la retraite. « Reculez, regroupez sur le bois !» Ces hommes, une dizaine de rescapés couverts de boue et de sang, traînent les blessés vers les pins. Un GI prisonnier, capturé dans la mêlée, est traîné par Fritz, un jeune sergent du Midwest, son casque marqué d'une étoile. « Vous ne passerez pas », allait-il en anglais, les yeux flamboyants. Keller l'ignore, fouillant son pactage, une carte froissée annotée de Eagle Intercept, SS Route Predicted. Le puzzle se forme. Les Alliés savaient pour l'interception, guidant le convoi droit dans un piège inversé. Les flammes lèchent les carcasses des véhicules sur la N15, un mur de feu qui immobilise l'avance allemande. Thorne, essuyant la sueur de son front, compte les pertes. 3 camions détruits, mais le gros du ravitaillement intact, déchargé sous la protection des Sherman qui arrivent en renfort. « Bonne nouvelle pour Riggs », dit-il à O'Malley, qui recharge sa M1919. Ça bloque leurs 20 000 pour des heures, peut-être des jours. Mais au sud, les échos d'un nouveau grondement se font entendre. Les canons des Nebelwerfer SS, ces orgues de Staline hurlant, préparent une contre-attaque massive. Keller, ralliant ses forces, reçoit un message codé. Skorzeny en approche avec Einheit Stösser, infiltration renouvelée. Le secret allié a ralenti la marée, mais les SS, tenaces comme la boue ardennaise, préparent un coup de maître pour briser le siège. Tandis que les nuages s'épaississent, promettant une nuit de terreur, un murmure radio allié capte un signal inattendu. Des renforts britanniques, la 30e corps, en marche depuis le nord, pourraient sceller le verrou si les Allemands ne percent pas avant l'aube. La nuit tombe sur les Ardennes comme un rideau de velours noir, étouffant les échos de la bataille sur la N15 dans un silence pesant, seulement brisé par le crépitement des flammes qui rongent les carcasses des camions. Vous sentez l'humidité glacée s'infiltrer dans vos os, l'odeur âcre de caoutchouc brûlé et de métal chauffé se mêlant à celle de la boue piétinée. Le capitaine Elias Thorne, accroupi derrière un talus boueux près de Saint-Vite, recharge son M1 carbine d'un geste mécanique, ses doigts engourdis par le froid. À ses côtés, le sergent O'Malley essuie la lentille de ses jumelles M3, scrutant les ombres des pins où les SS pourraient se tapir. « Ils ne lâcheront pas, capitaine », murmure-t-il, sa voix rauque comme un gravellement de gorge. Piper a des renforts en route. Nos interceptions Eagle nous donnent du temps, mais pas éternel. Le convoi ravitaillement, amputé de 3 GMC mais toujours viable, décharge ses bidons d'essence sous la lueur des lanternes tamisées, alimentant les M4 Sherman qui pivotent leurs tourelles vers l'est, prêtes à défendre le carrefour vital. À une lieue au sud, dans les bois humides entourant Rocherat, Hans Keller rallie les survivants de sa compagnie sous un ciel zébré d'éclairs lointains. Le vent froid porte les hurlements des Nebelwerfer, ces lance-roquettes multiples de 150 mm qui sèment la terreur comme une averse de foudre. Keller, son épaule bandée serrée contre la douleur lancinante, ordonne à ses hommes de creuser des positions avec des pelles E-Tool volées aux Américains. MG42 en couvrant, pionnier pour les barrières, grogne-t-il, son casque M43 incliné pour abriter ses yeux du crachin. Fritz, le radio-opérateur, est assis contre un tronc moussu, son Funkgerät 500 branché sur une batterie de rechange, captant les ordres fragmentés du QG de la 6e armée Panzer SS. Skorzeny approche avec l'Einheit Stösser, annonce-t-il d'une voix tremblante. Infiltration renouvelée. Objectif, semer la confusion à Saint-Vite avant l'aube. 20 000 soldats, l'élite de la Leibstandarte et de la Wiking, leurs Panthers OSF.
G, assoiffés de carburant, dépendent de cette percée. Mais le secret allié, ces décryptages Enigma qui ont anticipé leur mouvement, transforment chaque pas en un pari mortel. Keller fixe la carte froissée prise aux prisonniers. Des annotations en anglais marquent les routes alternatives, comme si les GI lisaient dans leur âme. Dans les faubourgs de Saint-Vite, le colonel Thomas Riggs arpente le poste de commandement de l'école, l'air chargé d'une tension palpable, imprégné d'odeurs de rations C froides et de sueur rance. Les télétypeurs SCR 284 cliquettent sans relâche, relayant les mises à jour du CHAF à Versailles. Riggs, son visage buriné éclairé par une lampe à pétrole, trace une ligne rouge sur la carte murale. La 30e corps britannique, avec ses Churchills et ses Cromwell rapides, avance depuis le nord, guidé par des éclaireurs de la résistance belge. Thorne, ici Riggs, grésille un opérateur radio dans le SCR 300. Renforts en approche, tenez jusqu'à minuit. Eagle confirme que les SS ajustent leur axe vers l'ouest pour contourner. Le secret Eagle, ce réseau invisible de codebreakers à Bletchley Park, où des machines-bombes déchiffrent les rouages d'Enigma jour et nuit, a révélé l'ajustement allemand, une tentative désespérée pour frapper le flanc de Saint-Vite avant que les Britanniques ne verrouillent le verrou. Riggs ordonne le déploiement des M10 Wolverine, ces destroyers de chars de 3 pouces armés de canons de 76 mm, le long des haies. Ces hommes, un mélange fatigué de la 7e blindée et de la 106e infanterie, fortifient les barricades avec des rouleaux de fil de fer barbelés et des mines anti-chars M6A2, leur M1 Garand posés sur les sacs de sable. Au cœur des ténèbres, Otto Skorzeny émerge des sous-bois comme un spectre, menant son Einheitsstösser dans une colonne silencieuse. Vêtu d'un uniforme GI volé, treillis olive tadé, un casque M1 avec une fausse étoile cousue, il chevauche une Jeep Willys modifiée, ses phares éteints, pour ne trahir que le murmure du moteur. Ses commandos, une centaine d'hommes triés sur le volet parmi les Fallschirmjäger et les vétérans de Gran Sasso, portent des insignes US cousus à la hâte, leur MP40 dissimulés sous des manteaux. Rappelez-vous, anglais impeccable, ordre confus, siffle Skorzeny à son capitaine adjoint, un Berlinois aux cicatrices de la bataille de Normandie. Le plan est audacieux. Infiltrer les checkpoints de Saint-Vite, diffuser de fausses retraites pour désorganiser les défenses, capturer un pont sur l'Ourthe pour ouvrir la voie aux chars. Mais le secret allié pèse comme une ombre. Des semaines plus tôt, un message Enigma intercepté avait averti les Américains de l'opération Grafe, forçant Skorzeny à adapter. Moins de jeeps, plus de marche à pied, des signaux radio mimant les fréquences alliées. La colonne allemande glisse vers un poste avancé américain, près d'un pont enjambant un ruisseau gonflé. Skorzeny lève la main, stoppant net. Un sergent GI, lanterne en main, émerge de l'ombre. Halte! Identification! Skorzeny descend, un sourire forcé aux lèvres, son accent masqué par des mois d'entraînement. 2e division blindée, en route pour Riggs. Ordre de Spa, convoi bloqué au sud. Le sergent hésite, scrutant les uniformes sous la pluie fine. Mais l'instinct l'emporte. Un éclat dans les yeux de Skorzeny trahit l'imposture. « Bosch !» hurle-t-il, levant son Thompson, 45. Une rafale éclate, touchant le chauffeur de la Jeep qui s'effondre, son sang se mêlant à la boue. Les commandos SS ripostent, leur MP40 crachotant dans la nuit, fauchant les sentinelles. Skorzeny bondit, son Luger P08 tonnant, abattant le sergent d'une balle en pleine poitrine. « Avancez, prenez le pont !» ordonne-t-il, tandis que ses hommes posent des charges pour sécuriser le passage. Mais l'alarme retentit. Un opérateur SCR 300 allié capte le chaos, transmettant « Infiltration confirmée, Eagle valide, SS à l'Ourthe ». Keller, alerté par la transmission de Fritz, ordonne à ses Panthers de forcer l'allure. Les chars grondent, leurs chenilles broyant les racines, canon Quake A-42 de 75 mm, balayant les flancs pour couvrir l'infiltration. À Saint-Vite, Thorne reçoit l'avertissement, bondissant dans sa Jeep.
O'Malley, avec moi, on boucle le périmètre. Les Half-Track M3 rugissent, leur saut 50 cales prêts à hacher menu les imposteurs. Riggs, dans son PC, active l'artillerie, des 105 mm M201 tonnes depuis les collines. Obus fumigènes, obscurcissant les approches pour masquer l'arrivée des premiers Cromwell britanniques. Leur moteur Rolls-Royce méprisant la boue. Un commando SS est capturé, son accent trahissant tout sous l'interrogatoire « Greff échoue ». Eagle nous a vu venir. Le secret allié, ces interceptions qui ont retourné l'infiltration contre ses auteurs, resserrent l'étau. 20 000 soldats SS patinent, leurs réserves de carburant s'amenuisant comme du sable entre les doigts. Skorzeny, essuyant le sang de son visage, recule sous le feu croisé, réalisant la trahison du destin. Regroupés, on frappe au sud. Mais au nord, les phares des renforts britanniques percent le brouillard, un mur d'acier qui promet de sceller l'offensive. Keller, dans son half-track brinque-ballant, sent le poids de l'échec. Le secret caché, tapi dans les ondes invisibles, bloque non seulement les routes, mais l'espoir même de victoire. Tandis que l'aube pointe, pâle et impitoyable, un dernier assaut se profile. Un pari désespéré pour briser le siège avant que les Alliés ne referment la nasse pour de bon. L'aube grise se lève sur les Ardennes comme un jugement implacable, déchirant le voile de la nuit avec une lumière pâle qui filtre à travers les pins alourdis de givre. Vous entendez le grondement sourd des moteurs, un chœur mécanique de désespoir. Les Panther Ausf, G de la 5e Panzer-Division SS Viking, forcent les sous-bois, leurs chenilles broyant les racines gelées dans un craquement sinistre. Le sergent-major Hans Keller, le visage maculé de boue séchée et de sang coagulé, est agrippé au rebord de son SD KFZ 251, son MP40 ballottant contre sa hanche. L'épaule blessée pulse comme un cœur affolé, mais il ignore la douleur. Les yeux rivés sur la ligne d'horizon où s'invite ce profil, un amas de toits noirci par les obus. « Dernier push, pour le Führer et la patrie !» rugit-il à ses hommes. Une centaine de survivants épuisés de la 6e armée Panzer SS, leurs uniformes déchirés, flottant comme des haillons dans le vent froid. 20 000 soldats, l'élite forgée dans le sang de l'Est, dépendent de cet assaut final. Un pari fou pour briser le carrefour et ouvrir la voie vers la Meuse. À bord d'un Kübelwagen brinque-ballant en tête, Otto Skorzeny ajuste son casque GI volé, son visage buriné marqué par les échecs de la nuit. Leinheit Stösser, réduite à une poignée de commandos après l'échec à Lourdes, suit en silence, leur Jeep Willy modifié roulant phare éteint. On infiltre par le flanc est, capturer les officiers, siffle Skorzeny à son adjoint, un capitaine aux yeux fiévreux, serrant un Sten gun camouflé sous un manteau américain. Le secret allié, ce Eagle qui a éventé l'opération Greif, les hante comme un fantôme. Des interceptions Enigma, décryptées dans les bunkers de Bletchley Park par les équipes de Turing, ont transformé leur déguisement en farce mortelle. Mais Skorzeny, le libérateur de Mussolini, refuse la défaite. Un dernier coup semait la panique pour couvrir l'assaut des chars et peut-être inverser le cours. Dans les rues de Saint-Vith, le capitaine Elias Thorne patrouille les barricades avec une vigilance de faucon, sa Jeep Willys garée près d'un clocher criblé d'impacts. L'air est chargé d'odeurs de poudre et de bois brûlé, les échos des Nebelwerfer allemands, ces hurlements diaboliques de 156 mm, résonnant encore dans les oreilles de ces GI. « Position tenue! Bazooka sur les approches !» ordonne-t-il au sergent O'Malley, qui aligne les M1A1 le long des murs effondrés, leurs tubes chargés d'obus creux de 60 mm. Le convoi ravitaillement, protégé la nuit précédente, a permis de remplir les réservoirs des M4 Sherman, une batterie de 5 chars, leur canon M3 de 75 mm pointé vers l'est, attend sous le commandement du colonel Thomas Riggs. Dans le poste de commandement de l'école, Riggs fixe ses cartes à la lueur d'une lampe à essence, son visage creusé par l'insomnie. Eagle confirme, assaut massif en approche. La 30e corps britannique est à 1 heure. Tenez bon.
transmet-il via SCR 300, sa voix ferme masquant la peur qui ronge les tripes. Les renforts, avec leur Cromwell A27M et leurs Churchills lourds, avancent par la N26. Guidés par des résistants belges armés de fusils Lee Enfield, prêts à verrouiller le flanc nord. Le premier Panther émerge des bois comme un monstre primal, son canon KWK 42 de 75 mm pivotant avec un grincement métallique. Keller, dans son half-track, sent le sol trembler sous les chenilles. « Feu !» hurle-t-il, et les MG-42 des flancs crachent leur torrent de 1200 coups par minute, fauchant les sentinelles américaines postées aux abords. Une rafale touche un GI du 89e bataillon, son M1 Garand tombant dans la boue tandis qu'il s'effondre, un cri étouffé par le chaos. Skorzeny profite de la diversion. Ses commandos glissent par une ruelle latérale, leur silhouette en treillis olive se fondant dans l'ombre. L'un d'eux, un Fallschirmjäger déguisé, franchit un checkpoint en mimant un ordre. « Relève pour Riggs, laissez passer !» Mais un officier allié, un lieutenant du Texas aux yeux perçants, sent l'accent faux. « Halte !» aboie-t-il, levant son Thompson. 45. Une fusillade éclate, les balles. 45 ACP ricochant sur les pavés, abattant 2 SS avant qu'ils ne ripostent avec des MP40, transformant la ruelle en un corridor de mort. Thorne, alerté par les tirs, bondit dans l'action. « O'Malley, couvrez-moi !» Sa Jeep rugit, le 50 Cal monté tonnant comme un dragon, hachant un commando qui s'effondre, son faux uniforme déchiré révélant le tatouage SS sous la manche. Les Sherman répondent, leurs obus perforants épais traversant l'armure frontale d'un Panther à 500 mètres, l'explosion projetant une gerbe de flammes qui illumine les visages terrifiés des équipages allemands. Keller plonge derrière un mur écroulé, ordonnant à Fritz « Appel à Piper, renforts immédiats !» Mais le Funkgerät crachote du statique. Le brouillard et les brouilleurs alliés étouffent les ondes, isolant les 20 000 soldats comme des bêtes piégées. Un obus de 76 mm d'un M10 Wolverine frappe un autre half-track, tuant Fritz sur le coup, son corps projeté dans les décombres. Riggs, depuis son PC, dirige le feu. Artillerie sur les bois S, Long Tom, feu! Les canons de 155 mm tonnent depuis les collines, leurs obus high explosives s'abattant comme une averse de foudre, pulvérisant un groupe de pionniers allemands qui tentaient de saper les barricades avec des charges Bangalore. Skorzeny, touché à la jambe par un éclat, boite vers l'arrière, son Luger fumant encore d'un dernier tir. « Retraite, on a échoué !» grommelle-t-il, évacuant ses survivants sous le couvert des fumigènes. L'infiltration s'effondre, un commando capturé, interrogé à la hâte, avoue tout sous la menace d'un Colt. 45. Enigma. Il savait pour Greif. Eagle nous a bloqués dès le début. Le secret caché, ces décryptages invisibles nés des cerveaux de Bletchley, a retourné l'intelligence allemande contre elle-même, anticipant chaque feinte, chaque route, chaque déguisement. Keller, rampant dans la boue, voit l'assaut se briser, les Panthers restant, à court de carburant après des heures de contournements inutiles, s'immobilisent comme des carcasses. Ces hommes, une vingtaine de rescapés, reculent sous le feu croisé des 30 cales alliés, leurs cris se mêlant aux hurlements des blessés. Au nord, les premiers Cromwell britanniques perçant le brouillard, leurs canons OQF de 75 mm ajoutant leur tonnerre au cœur de la victoire alliée. 20 000 soldats SS, censés fendre les lignes comme un éclair, patinent dans la fange ardennaise, leurs réserves épuisées, leurs plans en lambeaux. L'offensive des Ardennes, l'espoir final de Hitler, s'effrite ici, à Saint-Vite, scellé par un secret tapis dans les ondes. Un mur invisible qui sauve l'Europe d'un hiver de ténèbres. Thorne, essuyant la sueur de son front, regarde les Allemands se fondre dans les bois, un silence lourd tombant sur les ruines. Riggs, sortant de son bunker, pose une main sur son épaule. C'est fini pour eux. Eagle a tenu sa promesse. Mais dans le lointain, les échos d'une guerre plus vaste persistent, rappelant que chaque victoire est payée en sang et que les ombres de 1945 s'allongent déjà sur un monde brisé.